à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien consacré aux troubles alimentaires pédiatriques, un trouble mal connu en France, mais qui concerne des milliers d'enfants et qui impacte profondément leur quotidien et celui de leur famille. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elisa Levavasseur, orthophoniste depuis plus de 20 ans et spécialisée dans la prise en charge des troubles alimentaires de l'enfant. Bonjour Elisa et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Justine. Au fil de ta carrière, tu as pu constater, comme beaucoup de tes collègues, à quel point il peut être difficile d'évaluer ces troubles. Entre le manque d'outils adaptés, la diversité des facteurs à explorer et la détresse des familles, la tâche semble être souvent complexe, on en parlera. Face à ces constats, tu as choisi de transformer cette complexité en une ressource concrète en créant un outil inédit qui est le BOTAP, le bilan orthophonique des troubles alimentaires pédiatriques. C'est une approche globale qui vise à mieux comprendre et accompagner les enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours ? Oui. Alors, comme tu viens de le dire, je suis orthophoniste depuis plus de 20 ans. J'ai eu des pratiques un peu diverses. J'ai travaillé dans l'équipe du CRTLA, du CHU de Rouen, donc dans un centre d'expertise des troubles des apprentissages. J'ai travaillé au CAMS du CHU de Rouen, donc auprès de tout petits entre 0 et 4 ans. Puis en libéral, avec une autre réalité de terrain, notamment dans les soins pour les troubles alimentaires pédiatriques. Et puis j'ai commencé à enseigner à l'université, commencé à former conjointement. Et puis aujourd'hui, je collabore avec une équipe en crèche où je suis des enfants, je fais du repérage de développement et je travaille avec l'équipe. Et alors, d'où est né le BOTAP ? Le BOTAP, il est venu du besoin de formaliser un outil structuré pour évaluer l'étape pour les formations. En réalité, j'avais besoin de pouvoir guider les collègues pour lister tous les éléments qu'elles devaient évaluer au moment de l'exploration de ces troubles alimentaires pédiatriques dans leur quotidien professionnel. D'accord. Puisque jusqu'à présent, il manquait certaines choses au bilan TAP existant. Alors, qu'est-ce qui manquait ? Ouais, c'est ça. Mais en fait, pourquoi je l'ai construit ? Parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'évaluation des troubles alimentaires pédiatriques, c'est plutôt récent, en fait. C'est pas une pathologie qui est connue depuis très longtemps. Et on n'a pas d'outil qui permet d'évaluer de manière globale. Donc, jusqu'à aujourd'hui, comment on faisait, eh bien, on prenait des bouts de bilan, des bouts d'évaluation là où on peut. Alors, soit des outils traduits de l'américain, soit des outils qui évaluent juste la sensorialité. Voilà. Et puis, à la fin, on tricote quelque chose. Sauf que ça manque de rigueur. Et puis, ça manque ça manque d'une logique interne qui permet après de construire un plan de soins, de comprendre le trouble. Ça manque d'une trame. En fait, ça manquait d'une trame globale qui permette aux orthophonistes de savoir où elles vont quand elles évaluent des troubles alimentaires pédiatriques. Parce que justement, l'impression que ça donne, c'est que la diversité des profils d'enfants est énorme. Aujourd'hui, comment tu fais pour ne pas te perdre ? Alors en fait, oui, comme ça, je comprends, vu de l'extérieur, on se dit, oh là là, mais comment on fait avec tous ces enfants d'âge différents et tout ça ? En réalité, peu importe l'âge de l'enfant, ce sont toujours les mêmes facteurs contributifs qui vont venir entraver le développement de l'enfant dans son alimentation, savoir des facteurs médicaux, sensoriels, oromoteurs, psychosociaux, voire cognitifs pour les plus grands. Et peu importe à quoi ressemble le trouble de l'extérieur, ce qui va compter justement, ce ne sont pas tant les symptômes du quotidien, mais plutôt ce qui explique ces symptômes-là. Et c'est de là qu'est née la logique modulaire ? Oui, c'est ça. Globalement, les modules du BOTAP vont tendre à explorer ces facteurs contributifs-là au gré de 1 à 3 modules par facteur contributif en fonction de la précision que ça nécessite. Par exemple, pour évaluer les aspects oromoteurs qui sont spécifiques à l'orthophonie, il va y avoir 3 modules différents. Et pour évaluer toutes les caractéristiques de l'environnement familial, il va y avoir également 3 modules. Pour des choses un peu plus simples comme les aspects médicaux ou sensoriels parce que y a déjà un outil qui est assez rigoureux qui existe par rapport à ça. Quand il y a vraiment des troubles importants autour de ça, il va y avoir qu'un seul module.
Hmm. Et pour revenir justement sur ces modules, aujourd'hui, ça ressemble à quoi le BOTAP? Alors ces modules, en fait, c'est pas compliqué. Ce sont soit des questionnaires parentaux, alors pas des questionnaires de 30 pages, hein, des questionnaires qui sont présentés pour les parents avec des échelles colorées, des choses simples, écrits pour les parents, pensés pour les parents. Donc soit des questionnaires parentaux, soit des grilles d'analyse prévues pour les orthophonistes, notamment autour des aspects oromoteurs, soit même un questionnaire patient pour les enfants de plus de 7 ans. Et le temps de passation, il est de combien de temps? Eh oui, c'est la question cruciale quand on parle de bilan en Ouais. orthophonie. Euh, alors, si on mettait tous les modules, mais on n'a pas forcément besoin de passer tous les modules, on pourrait dépasser sans doute, temps d'anamnèse compris, 2 heures. Sauf que le tout n'est pas de passer 2 heures, puisqu'on ne bénéficie pas de 2 heures au moment de l'évaluation initiale d'étape dans nos bureaux d'orthophonistes en libéral. Donc, 4 modules sont incontournables et eux peuvent tout à fait s'intégrer dans un temps de bilan initial qui va entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis après, libre à chaque orthophoniste d'aller préciser l'évaluation du trouble et notamment la compréhension du trouble en rajoutant des modules si elle l'estime nécessaire. Alors ça va être autour des 9 modules qui évaluent les facteurs contributifs. Et puis après, on va aller aussi préparer le plan de soins avec les parents et donc évaluer quelles sont les répercussions fonctionnelles, mais aussi quels sont les besoins familiaux autour des soins qu'on va mettre en place. Et puis la mise en place d'objectifs concertés pour organiser les soins qu'on va organiser après pour l'enfant. Donc ça, c'est encore 3 modules qui peuvent se différer, être réalisés dans le cadre de séances par la suite. Donc si je comprends bien, il n'y a pas la nécessité de passer tous les modules. Non. Et en plus de ça, il y a des patients pour lesquels on va vite voir qu'il y a des facteurs contributifs qui ne sont pas du tout en jeu. On n'a pas besoin d'aller préciser. Donc il y a même, pour certaines situations, pour des enfants très jeunes, par exemple, juste 4 modules suffiront. D'accord. Est-ce que ça concerne une tranche d'âge en particulier? Alors, ça concerne une large tranche d'âge. On va dire que, globalement, je ne suis pas allée viser la tranche d'âge 0, 4, 6 mois avec le BOTAP. Pourquoi? Parce que c'est une période un peu différente de l'alimentation de l'enfant où l'alimentation est réflexe. Je me suis concentrée sur l'alimentation solide, c'est-à-dire à partir de la diversification alimentaire, jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire toute la pédiatrie. Maintenant, est-ce que ça vise plus une tranche d'âge qu'une autre? Non, pas vraiment, même si je dois avouer que évaluer que des enfants de 6 mois avec le BOTAP, ça serait comme porter un vêtement vraiment trop grand. Le BOTAP est beaucoup plus large qu'une évaluation d'un bébé de 6 mois. Quelle est l'innovation du BOTAP en comparaison avec l'évaluation des TAP? Euh, En fait, j'ai osé l'innovation autour des familles. C'est-à-dire que jusque-là, on pouvait aller piocher des outils pour évaluer des facteurs sensoriels, oromoteurs, médicaux, ça on avait déjà. Dès qu'on rentrait dans les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire ce qui traite des comportements des enfants, mais aussi des familles, c'était un peu plus compliqué. Et là, ça demandait aux collègues de poser directement des questions aux parents. Sauf que les orthophonistes ne se sentent pas toujours très légitimes pour poser certaines questions aux parents. Et c'est ce que je suis allée... Enfin, c'est ce que le BOTAP permet en proposant des questionnaires parentaux qui vont aller investiguer leur représentation de l'alimentation d'une manière générale, leur stratégie éducative, leurs émotions, afin de mieux comprendre ce qui joue de leur côté en réaction aux troubles de leur enfant. Par ailleurs, quand on réalise un bilan en orthophonie, jamais on va proposer le plan de soins dans le même temps. Et là, je trouvais que c'était intéressant d'aller jusqu'au bout, en fait, et de proposer, comme dans notre métier, quand on réalise un bilan, on doit en même temps prévoir un plan de soins. Je trouvais ça intéressant d'accompagner les orthophonistes dans l'identification des facteurs contributifs et la compréhension du trouble, mais aussi dans la mise en place d'un plan de soins concerté avec la famille. Donc c'est vraiment centré sur l'accompagnement de la famille. Et c'est ça qui transforme la manière de les accompagner aujourd'hui. Ce BOTAP-là, ça change complètement la donne. En tout cas, ce qui change la donne, c'est surtout de donner des outils concrets aux orthophonistes pour pouvoir évaluer et pour pouvoir investiguer.
Est-ce que on peut se lancer seul dans le BOTAP? Oui, on peut se lancer seul. Quelqu'un qui a déjà des connaissances autour des TAP va tout à fait s'en sortir. Maintenant, pour former, je sais bien que on n'a pas tous la même personnalité, pas tous le même fonctionnement dans son quotidien, et je sais que certains orthophonistes ont besoin de comprendre précisément chaque module, chaque item, etc., là où d'autres vont aller piocher et découvrir en utilisant. Donc, soit on peut se lancer seul avec le manuel, que j'ai voulu d'ailleurs très précis, soutenant dans la compréhension de ce qu'on est en train de faire, soit aller faire une formation, et c'est pour ça que j'ai mis en place des formations pour l'utilisation du BOTAP. Si on devait retenir que les points importants aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment faire passer comme message? Les points importants du BOTAP, tu veux dire? Oui. Je dirais que c'est peut-être la co-articulation de repérage des facteurs contributifs, compréhension des troubles et place de la famille au cœur du bilan et de la mise en place d'un plan de soins. D'accord. J'imagine que certains des collègues vont être intéressés pour en savoir plus. Sur quelle plateforme ils peuvent se rendre pour justement investiguer un peu plus sur le BOTAP? Ils peuvent aller côté formation sur le site d'Orpheo. Et puis, pour en savoir plus sur le BOTAP, ils peuvent tout à fait se rendre sur mon site oralité-alimentaire.fr. Eh bien, merci beaucoup Elisa pour cet entretien passionnant et pour l'apport de cet outil aux familles ainsi qu'aux enfants. Comme l'a dit Elisa, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site orpheo.info ou sur le site d'Elisa, oralité-alimentaire.fr.